Le F-14 Tomcat, tout le monde le connaît, rendu extrêmement célèbre par le film Top Gun. C'est un avion qui a connu le combat, mais c'est également un avion qui a été perdu au combat. Et le 21 janvier 1991, quatrième jour de la guerre du Golfe, alors qu'ils accompagnent un EA-6B Prowler pour qu'il aille tirer des missiles contre des systèmes solaires, bien un F-14A se fait abattre par un SA-2. Un missile est tiré contre eux. Le pilote, le lieutenant Davon Jones, cabre son avion, commence à faire une barrique autour du missile, mais le missile vient exploser juste à l'arrière de son aéronef. Et alors qu'il se voit en train de passer 15 000 pieds en vrille à plat en descente, le pilote décide de tirer la poignée d'éjection. Ils vont se retrouver à environ 150 mètres l'un de l'autre sous leur toile de parachute et doucement, ils vont descendre vers le désert. Quelques heures après, eh bien la traque va commencer. Et juste avant de décoller, pour voir comment notre pilote et notre navigateur vont finir dans le désert à espérer trouver de quoi se hydrater, peut-être du Oli, notre partenaire, qui est là si vous avez soif, si vous avez envie d'un petit coup de boost qui est un petit peu plus efficace que le café, ou alors si vous faites du sport et que vous avez envie de vous réhydrater avec autre chose que de l'eau après l'effort. On vous a mis le lien juste en dessous. Vous avez une offre spéciale, ça vous permet de tester les différents goûts. Il y a absolument de tout. Personnellement, je trouve que dans une gourde, sur le vélo ou à la salle de sport, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et puis ça change un petit peu des galons d'eau, comme on dit en Amérique du Nord. On commence la journée avec son galon là de près de 4 litres. C'est quand même moyennement fun, mais il faut boire. Donc, vous avez la gamme Ice Tea, vous avez la gamme qui va vous donner de l'énergie et vous avez la gamme pour vous réhydrater avec des électrolytes. Le tout sans sucre, c'est juste en dessous. Et en plus, en ce moment, ils ont un calendrier de l'Avent qui est super sympa. Et tous les jours, vous aurez un goût un petit peu différent. Allez, Alors le F-14A, le fameux Tomcat, le Matou, capable de faire du Mach 2.34, donc c'est plus rapide que le Rafale, limité à Mach 1.8, plus rapide également que le Mirage 2000, eh bien ce Matou, il est très très gros, il est énorme. À vide, on est sur du 18 tonnes, 2 super-étendards. En masse maximum, on est sur du 34 tonnes, un Rafale et demi. C'est vraiment un aéronef qui est énorme et qui a une capacité de combat aérien, mais également plus tard, qui va avoir des capacités d'attaque au sol. Ce jour-là, donc comme je vous l'ai dit, il appartient aux Sluggers ou aux Jolly Rogers. Donc c'est une unité, le Fighting 103, qui a été créé en 1952, qui est actuellement toujours en existence. Ils sont basés à Oceana, ils sont sur des Super Hornets. Et pourquoi Jolly Rogers ? Eh bien le Jolly Rogers, c'est le nom que l'on donne depuis environ 1700. Alors officiellement, c'est dans le dictionnaire d'Oxford depuis 1728. C'est le nom que l'on donne au pavillon pirate à l'époque. Donc vous avez cette tête de mort et ça vient d'où ? Ça vient de Memento Mori, qui est utilisé depuis l'Antiquité, c'est du latin, qui veut dire « rappelle-toi que tu vas mourir ». Ce n'est pas une glorification de la mort, c'est au contraire une glorification de la vie. Toujours est-il, cette unité, elle est tasquée, comme on dit, elle se voit ordonnée pour le 21 janvier 91 de faire de l'escorte. Il va falloir accompagner un Prowler, un avion avec pas mal de membres d'équipage à bord, un EA, E c'est pour tout ce qui est électronique, A c'est pour tout ce qui est attaque, 6B Prowler, qui lui appartient au VAQ 132. Il va falloir l'accompagner pour attaquer la grosse base irakienne de Al-Assad. Donc son objectif, ça va être de se rapprocher, d'ouvrir le feu à une certaine distance d'Al-Assad avec un AGM-88 dont on parle beaucoup en ce moment en Ukraine. L'AGM-88, il doit essayer de détecter des radars sol-air et se guider vers la source d'émission pour venir détruire tout simplement les capacités anti-aériennes de l'adversaire. Le Prowler va porter 2 AGM-88. Un qu'il va essayer de tirer en opportunité alors qu'il se rend vers Al-Assad et un qu'il va tirer de manière prévue en amont contre une cible connue à l'avance à Al-Assad. Puisqu'il y a de la menace aérienne, et un F-18 a été abattu il y a quelques jours, on fait accompagner ces avions de guerre électronique par des chasseurs, et c'est donc le F-14 qui s'y colle. La mission va avoir lieu de nuit, tôt le matin, départ 6h10, il va falloir pénétrer à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur de l'Irak. Et en plus de ce petit dispositif, il y a des E6, donc eux qui ne font pas de la guerre électronique, qui font du bombardement, qui vont tirer un type de munition
contre la base de Al-Assad pour gêner la mise en œuvre d'aéronefs irakiens depuis cette base. L'arrivée se fait sur un cap ouest vers est. La mission se passe comme prévu, pas d'adversaire. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que ce n'est pas de la cape, ce n'est pas venir et faire des ronds, c'est de l'accompagnement, exactement comme faisaient les P-51 avec les B-17 à l'époque. Donc, le F-14 va accompagner l'avion presque dans la même formation, et s'il y a un chasseur qui se rapproche, il va venir honorer ce chasseur, permettre à son avion escorté de faire demi-tour, de s'éloigner, et il va venir traiter la menace. Personne ne décolle, personne ne vient les embêter, néanmoins, ils sont présents. La météo n'est pas excellente, le timing doit être décalé également, et ils sont à haute altitude, ils sont entre 26 000 et 30 000 pieds, un jour où la météo est vraiment mauvaise en basse altitude et jusqu'à environ 12-13 000 pieds. Comme je vous le disais en introduction, à un moment, c'est visuellement qu'ils vont détecter ce SA-2. Alors, ce qu'il faut savoir sur le SA-2, c'est que c'est énorme. C'est en service depuis 1957. Ça fait 2 tonnes 2 au lancement. Ça fait du Mach 3,5. Ça peut monter à 60 000 pieds sans aucun souci. Et ça a une charge utile de 195 kilos. Un missile RR moderne, ça a entre, on va dire, 2 et 15 kilos de charge militaire. Et là, on est sur 195 kilos. Donc, c'est, une fois que ça explose, une multitude de morceaux qui vont venir partir à 360 degrés. Et si votre avion n'est pas loin, ça va vous endommager. Et c'est exactement ce qui va se passer. Alors que le F-14 essaye de manœuvrer pour venir gêner le tracking du SA-2, pour venir gêner l'acquisition, pour venir le faire passer à côté, le SA-2 continue de le suivre, ce F-14, et vient exploser à l'arrière. Donc c'est comme en territoire ennemi où on voit l'explosion du missile, il ne vient pas toucher directement de manière cinétique le F-14, mais l'explosion à côté envoie une multitude de débris qui projettent le F-14 en vrille à plat. À partir de là, le pilote essaye de récupérer l'avion, il n'y a rien à faire. La décision est donc prise de s'éjecter, ce qui est très difficile, un peu comme dans Top Gun, à cause de cette vrille à plat qui vient gêner la position d'éjection. Néanmoins, tout se passe bien, les 2 membres d'équipage arrivent à sortir, et le E-6, lui, l'avion qu'ils étaient censés protéger, les voit se faire toucher, partir en vrille et va faire le Mayday, va déclencher les secours parce que maintenant, il faut récupérer ses membres d'équipage. La descente sous voile va être assez longue, il faut à peu près 4000 mètres de descente sous voile, ça prend du temps. Le navigateur a une PRC 112, c'est le même type de radio que moi j'ai pu utiliser il y a quelques années. Il va donc sortir sa radio et alors qu'il est encore sous voile faire un message, il n'entendra pas la réponse à cause de son casque. Le pilote de son côté a une vieille radio, la version 90 parce qu'il n'y avait pas assez de matériel moderne à ce moment-là dans les armées. Une fois au sol, les 2 membres d'équipage ne vont pas réussir à se retrouver, il fera nuit. Néanmoins, ils vont voir au loin leur F-14 s'écraser et brûler pendant une bonne partie de la matinée. Et là maintenant, leur peur, c'est quoi? C'est d'être POW, Prisoner of War. Ce qu'il faut connaître, c'est les POW et les MIA. MIA, c'est Mission in Action, c'est vous avez disparu. Pendant le Vietnam, il y a eu environ 2500 POW ou MIA chez les membres d'équipage. Dans tous les carrés, dans tous les restaurants, si je puis dire militaires, vous avez toujours une table avec une assiette pour les prisonniers de guerre ou les Mission in Action. Et vous verrez souvent aux États-Unis ces grands drapeaux noirs avec une tête comme ça vers le bas. N'oublie pas, l'heure perdue au combat. Alors, il y a une différence entre Killed in Action, on sait que vous êtes mort, et Mission in Action, on ne sait pas ce que vous êtes devenu. Alors, vous doutez bien, dans l'armée, les équipages sont entraînés à cette situation-là. Et aux États-Unis, tout est très carré, et ils ont une école pour se préparer en cas d'éjection, c'est ce qu'ils appellent la SERE School, l'école SERE. C'est une école qui est héritière, si je puis dire, du MI9. Donc, c'est les Britanniques qui avaient une école de Evasion and Escape, qui ont lancé ça. Ensuite, derrière, les Américains ont fait un petit peu leur sauce à Fort Hunt en Virginie. Et une chose, une autre, ils se sont mis à développer autour de différents piliers, si je puis dire, puisque lors de la Seconde Guerre mondiale, l'US Navy s'est rendu compte qu'une fois un avion abattu, dans 75% des cas, l'équipage arriver vivant au sol, mais que seuls 5% survivaient. Pourquoi? Déjà parce que à cette époque-là, la plupart des pilotes de la Navy ne savaient pas nager. Je vous parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc ils se sont donc dit, il faut qu'on réfléchisse à un programme de formation pour permettre à nos équipages de survivre temps de paix, temps de guerre, face à l'hostilité des territoires qu'ils vont devoir survoler, et également face aux zones de guerre où ils peuvent se retrouver pris par l'ennemi. Donc il y a toute une réflexion autour de la capacité à s'extraire du véhicule, autour de la gestion du matériel et autour également de la ligne de conduite
qu'ils doivent avoir, ces militaires américains, pour la plupart officiers, s'ils se font capturer. Il faut qu'ils restent parfaitement alignés à la déclaration suivante. I will never forget that I am an American. Donc je ne vais jamais oublier que je suis américain. Fighting for freedom, en train de me battre pour la liberté. Responsible for my actions, responsable de mes actions. And dedicated to the principles which made my country free, et dédié aux principes qui ont rendu mon pays libre. C'est, je trouve, une belle dose d'américanisme en 2 phrases. I will trust in my God and in the US of America. Je vais mettre ma confiance dans mon Dieu et dans les États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est dans la formation des États-Unis, des militaires américains. Ils doivent savoir qu'en cas d'éjection, ils doivent bien rester alignés à ça. Donc ils y sont formés, ils y sont sensibilisés. Le CIR, il y a différents niveaux de cours qui existent, A, B, C, plus ou moins difficile, fonction de si votre fonction professionnelle risque juste peut-être de vous amener en territoire ennemi, ou vous avez de très grandes chances d'être fait prisonnier, notamment par exemple chez les forces spéciales. Une fois au sol, notre pilote, eh bien, il sort sa radio et il dit qu'il va se diriger vers l'ouest, alors qu'en fait, il va vers l'est. Il est malin, le bougre. À partir de là, il est à la recherche de son navigateur qu'il n'arrive pas à trouver. Il décide donc de se cacher dans un buisson, mais c'est pas très efficace. Et à partir de 9h, le soleil commence doucement à se lever, c'est l'hiver, et il va décider de creuser un trou d'environ 4 pieds sur 3, donc 1,30 m sur 1 mètre de profondeur. Il fait ça avec son couteau, ça va lui prendre une bonne heure, et une fois qu'il a bien remué la terre, qu'il a fait son petit trou, il se rend compte qu'on voit que ça au milieu du désert, donc il va décider de reboucher un peu son trou et d'essayer de se cacher en dessous. Il est à 300 mètres d'un réservoir bleu qui contient de l'eau, et là il va voir passer des choses. Donc déjà il va voir passer un véhicule, un peu une sorte de char, qui va partir au loin, et après, à 10h30, il entend passer 2 avions. Alors, il pense que c'est des Irakiens, mais en fait, c'est 2 F-15 en RESCAP. La RESCAP, c'est le type de mission que vous faites en tant que pilote de chasse, sur un avion de chasse. Quand quelqu'un s'est éjecté, vous allez essayer de protéger l'espace aérien pour permettre aux hélicoptères ou aux A-10 de trouver et de récupérer les pilotes éjectés. Un peu avant midi, il y a un véhicule qui s'arrête au réservoir, donc à peu près 300 mètres de lui. Il voit 2 personnes qui sortent et qui ont l'air de se ravitailler. À midi, il sort sa radio et là, il va essayer d'écouter. Il a des créneaux pendant lesquels il faut qu'il écoute à la radio, et là, il n'a pas conscience que son navigateur a déjà été capturé, qu'il est parti pour 6 semaines un petit peu de captivité, et il va écouter la fréquence de recherche et de sauvetage. Et là, il entend « Slate 46, how do you read ?» Et il entend qu'on l'appelle avec son indicatif. Donc ça veut dire que quelqu'un sait qui il est. Donc à ce moment-là, il va se mettre à répondre, et là, on lui dit « je me rapproche ». Et en fait, il s'agit d'un A-10. Il y en a 2 en fait, mais il aura en fréquence qu'un seul, Sandy 5-7, le leader, qui est en train de se rapprocher et qui, grâce aux émissions, va savoir où il se trouve. Et il va se rapprocher jusqu'à survoler sa position. Initialement, il est à 18 000 pieds, l'A-10, et il va descendre vers la très basse altitude pour venir localiser notre pilote éjecté et le mettre dans sa base de données. Comme ça, grâce à son système de navigation, il sait les coordonnées précises où se trouve le pilote, et il peut, grâce à ça, coordonner la récupération. Alors vous en doutez bien, Sandy, qui est donc ce A-10 qui va faire une mission de plus de 8 heures, il a besoin de refaire du pétrole régulièrement. Il est descendu à basse altitude pour localiser de manière très précise notre pilote éjecté. Maintenant, il faut qu'il remonte et il part ravitailler au sud de la frontière de manière à pouvoir rester sur place. Pendant qu'il fait ça, il se croise pas les bras à Sandy, donc un spécialiste de la recherche et sauvetage de combat. Il va donner les informations aux hélicoptères qui sont déjà en vol, les amener, essayer de coordonner la totale pour qu'on ait des avions de chasse en protection, des A-10 également en protection, et des hélicoptères qui viennent récupérer notre équipage éjecté. Forcément, ce qui devait arriver arriva. Les Irakiens écoutent la fréquence radio, ils voient qu'il y a de l'activité, ils font décoller des MiG pour aller intercepter les hélicoptères qui sont en approche. Les F-15 de la RESCAP committent, comme on dit. Ils ont conscience de l'arrivée de ces MiG, ils mettent cap vers les MiG, ce qui suffit à dégoûter les MiG qui font demi-tour et retournent vers leur base, qui n'ont pas encore été trop touchés, qui sont en arrière du pays irakien. On a donc maintenant les F-15 en protection à haute altitude, les A-10 et les hélicoptères. Et il va y avoir besoin de l'aide des A-10, car il y a 2 véhicules hostiles qui se rapprochent de notre pilote éjecté. Et alors que ces 2 véhicules sont à peu près une centaine de mètres de lui, les A-10 vont faire ce qu'ils font de mieux. Ils vont passer en passe canon. Je vous rappelle que le A-10 est un aéronef d'attaque au sol renforcé. Le pilote est dans une sorte de baignoire qu'il protège en titane. Et cet avion est construit autour d'un canon de 30 mm qui est fait pour découper les chars.
Et les A-10 vont donc passer et découper les deux trucks afin de permettre la récupération en toute sécurité du pilote éjecté. Les Pavlos sont en train de se rapprocher, on a déjà parlé d'eux parce que c'est les premiers à avoir pénétré le terrain irakien au début de la guerre du Golfe, 4 jours avant ces événements. Ils sont à 1,50 m du sol, très basse altitude, et MH53J avec le 20e squadron des opérations spéciales. Quand il arrive à 50 mètres de notre pilote, ce dernier sort de son trou, les hélicoptères se posent à 20 mètres, et là vous avez cette photo de jour assez incroyable. Le pilote récupère sa Nibor, donc toutes ses informations de vol, son matériel, et monte dans l'hélicoptère. Et là ils sont partis pour 140 miles, pour plus de 200 km à 250 km/h, à 6 mètres du sol, et c'est deux MH53 qui font le retour, l'un à côté de l'autre avec un petit peu de distance, de manière à pouvoir se protéger sans se faire tirer dessus en même temps. Et donc c'est ces deux hélicoptères qui vont revenir, et ils sont rentrés à plusieurs centaines de kilomètres en territoire ennemi alors que l'invasion n'a pas vraiment encore commencé en Irak. Au final, ils vont se poser à Al Jouf. Notre pilote fait la photo souvenir. Tout le monde est super content parce que ça leur donne du sens à Sandy, ça leur donne du sens aux pilotes, ça leur donne du sens aux forces spéciales qui s'entraînent toute leur carrière pour récupérer un pilote. Là, ils ont réussi, mission effectuée. Alors, le navigateur, ils n'ont pas pu le récupérer, il a été fait prisonnier avant. Mais là, il n'y a rien de mieux forcément pour ces équipages qui font preuve d'une dévotion extrême, qui se préparent et éventuellement sont prêts à mourir pour aller récupérer un pilote, éviter qu'il puisse être fait prisonnier. La mission a été très longue, 8 heures pour les A-10, plus de 3 heures de vol pour les hélicoptères. Et au final, quelques jours après, les équipages passent à la télé. C'est une opération qui sera très médiatisée. L'unité de la Navy fait une demande de médaille d'honneur pour les pilotes d'hélico qui ont leadé tout ça. Elle n'aboutira pas malheureusement, mais c'est Paul Johnson et Randy Goff qui ont leadé tout ça depuis leur hélico à quelques mètres seulement du sol. Larry Slade, lui, de son côté, il va se retrouver prisonnier. Alors il n'a pas de chance parce qu'une fois qu'il est posé au sol, il est un peu baissé, il cherche son pilote, il le trouve pas. Il va décider de marcher plusieurs heures, et alors qu'il marche plusieurs heures, il essaye de se cacher, et malheureusement il y a un pick-up qui lui passe juste à côté et sortent deux Gus, un avec un fusil à pompe, un autre avec un AK-47. Et là Larry il dira plus tard qu'il a même pas pensé à sortir son arme de poing et il se laisse capturer. Les personnes qui ont des tenues assez dépareillées, pseudo-militaires, lui demandent s'il veut aller en Arabie Saoudite ou à Bagdad. Il dit l'Arabie Saoudite, qui a 8 heures de route. Mais 3h30 après, il est livré à Bagdad. Et là, il va passer de nombreux jours sans pouvoir voir dehors. On lui met un sac sur la tête et il va se faire torturer souplement, si on peut dire, pendant plusieurs jours, se faire interroger. Les gens vont lui en vouloir, ils vont lui dire qu'il a tué leurs enfants, et il va donc passer 6 semaines en détention. Détention qui aura des hauts et des bas. Il sera avec quelques pilotes de Tornado britanniques, un équipage de A6, l'équipage de OV10. À un moment, on l'emmène, on lui dit est-ce que tu veux uriner? On l'emmène uriner, il se rend compte qu'il urine sur ce qui ressemble à un drapeau. Il ne saura jamais ce qui est devenu des images. Au final, leur prison sera même bombardée par des bombes de 1 tonne, mais ils se retrouvent à être libérés le 23 février et à pouvoir rentrer avec les honneurs aux États-Unis. En définitive, ce qu'on peut retenir, c'est que quel que soit l'âge du matériel adverse, même si vous avez l'avion le plus mythique de la Navy américaine, un SA-2 ou S-75 Dvana, comme disent les Russes, peut vous détruire. Et première mission de guerre, première fois du territoire ennemi, premier missile qu'on vous tire, et bien même avec des années d'entraînement, vous pouvez vous faire avoir. Et il faut toujours rester le plus humble possible face à l'adversaire. Le combat n'est pas juste, le combat est difficile, et vous devez en permanence réfléchir à comment est-ce que vous allez réagir si les choses se passent mal, les fameux what if. Et ce jour-là, on voit bien la difficulté qu'ont eu les pilotes à mettre en œuvre une survie dans le désert parce que c'est extrêmement difficile de se cacher, ce qui nécessite donc d'avoir toute une chaîne de recherche et de sauvetage qui soit extrêmement efficiente et rapidement de pouvoir amener des A-10 pour faire de l'appui-feu, de l'attaque au sol, ou des F-15, ou des F-18, ou autres, mais ça demande une extrême coordination. Il ne faut jamais oublier qu'en tant que pilote, on a un peu l'impression de dominer le champ de bataille quand on est à haute altitude avec tous nos capteurs et la climatisation. Dès qu'on se retrouve au sol, nous sommes l'ennemi public numéro 1 et pour une multitude de raisons, notamment politiques et d'image, l'adversaire va tout faire pour essayer de récupérer les équipages. Il faut alors s'être suffisamment préparé pour essayer de retarder la capture par l'adversaire. Les Américains, ils sont très bien préparés avec cette école SERE. En France, nous avons notre formation également, on appelle ça le stage
cessart. Et il ne faut pas oublier régulièrement d'y retourner, de faire son refresher. Mais le plus important, comme dans tout dans la vie, c'est la préactivation mentale, se projeter mentalement dans ces situations-là et se dire, tiens, comment est-ce que je réagirai? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon plan d'action? De manière à ce qu'une fois au sol, quand on est stressé physiquement et psychologiquement, on puisse s'appuyer sur cette réflexion préalable. On réduit ainsi la sidération et on augmente de manière exponentielle nos capacités. Maintenant, oubliez que le pilote, il se retrouve souvent au sol après s'être éjecté, risque de blessure lors de l'éjection, risque de blessure lors de l'arrivée sous voile. Et quand on regarde statistiquement, 30 à 35% des équipages arrivent quand même blessés au sol, ce qui a tendance à impacter énormément votre plan d'action. Il faut donc avoir réfléchi également au plan d'action blessé. Et c'est pas drôle, et ça fait partie du métier. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et d'ici là, fly safe.